Online. Worldwide. Radiopirate.com. On a un invité, on aime ça avoir des invités, on aime ça jaser un peu. Habituellement, c'est des affaires qui doivent durer 15-20 minutes. Souvent, ça peut durer 45-50 minutes parce qu'on aime ça, en savoir un peu plus sur... les gens sont intéressants, puis il y a plein d'affaires à raconter. Et ça, c'est un sujet intéressant. Maître Carl Olivier Rouleau de North American Immigration Agency. Donc, on a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main. Parce qu'ils sont spécialisés dans l'immigration d'affaires. Donc, les visas associés, entre autres, à l'ouverture de nouvelles entreprises aux États-Unis ou encore au Canada, achat ou transfert d'entreprises à l'international, transfert d'employés entre les branches US, donc américaines, canadiennes et étrangères d'une entreprise, embauche à l'étranger, donc également embauche de main-d'œuvre étrangère pour un employeur canadien. Tous des sujets très, très, très à la mode en ce moment. Beaucoup d'entreprises qui ont, d'un côté comme de l'autre, des défis incroyables au niveau de la main-d'œuvre. Carl, on t'appelle maître, on t'appelle... on m'appelle Carl. Écoute, maître, on regarde ça pour la cour, là, c'est pas vraiment important. Salut, Jeff. Salut, Carl, j'ai hâte de t'entendre de tes propres mots. Moi, j'ai lu l'email un peu, là, ça c'est un peu plus technique, mais j'ai hâte d'entendre ce que vous faites, jaser de ta propre bouche pour voir quelles sont les possibilités pour des gens qui ont des entreprises ou encore des gens qui veulent investir, ces choses-là. Regarde, c'est un sujet qui nous est demandé over and over. Bien, ça va me faire plaisir parce que justement, on a commencé cette entreprise-là quand on s'est rendu compte que le monde n'avait pas l'information. Il y a beaucoup de gens qui répondent aux critères, qui ne le savent pas, puis qui regardent les titres des visas, visa investisseur, visa expansion d'entreprise, puis ça les turn off. Ils disent « Ah, moi, je ne peux pas répondre à ça. » On a parti l'entreprise parce qu'on voulait diffuser de l'information, expliquer aux gens c'est quoi qui est disponible, comment ils peuvent se qualifier. Puis justement, là, au tout début de la pandémie, c'est une question qui est devenue encore plus d'actualité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu quitter, là, particulièrement le Québec, du monde qui avait des entreprises, du monde qui voulait travailler. Ça tombe bien parce que généralement, avoir une entreprise ou vouloir travailler, c'est pas mal le critère pour immigrer aux États-Unis. Donc, je te dirais c'est un peu ça le Inception de NAIA. Parce que oui, North American Immigration Agency en cours, ça fait NAIA. Là, donc, voilà. Puis je te dirais... Mais l'agence existe depuis combien de temps? L'agence en soi, ça va faire 1 an qu'elle existe. 1 an, OK. Mais avec mon associé Éric Mention, on a commencé à faire de l'immigration juste un tout petit peu avant le début de la COVID. Déjà, il y avait des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui avaient commencé à faire surface. Donc, on avait commencé à travailler là-dedans. Puis je te dirais, c'est au début de la COVID qu'on s'est vraiment rendu compte de l'accessibilité des visas pour entrepreneurs là, aux États-Unis. Donc, on a également ajouté cette branche-là à notre pratique. Donc, la vraie question, c'est est-ce que c'est plus facile qu'on pense? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est très compliqué, puis il y en a qui, juste avant de l'essayer, parce qu'ils ont peur que ça coûte très cher, puis que finalement... il n'y ait pas ce qu'ils voulaient ou que finalement, ça ne marche pas pantoute. Est-ce que c'est plus facile qu'on nous le dit ou il faut d'abord avoir un bon portefeuille, il faut être très patient, puis il faut être gambler un peu? Lequel on se situe où là-dedans? Là? Écoute, la réponse est poche, mais c'est un peu entre les deux. Je te dirais, dans le fond, là, c'est plus facile qu'on pense en sens que c'est accessible. Par contre, il faut être quelqu'un de bien organisé ou s'entourer de professionnels qui vont pouvoir t'aider à t'organiser. Puis, il faut un certain capital de départ dépendant du visa que tu choisis. C'est sûr, si c'est un visa pour employer, dans ce cas-là, en effet, tu n'as pas besoin de l'argent, là, mais pour aller partir une entreprise aux États-Unis, c'est la même chose qu'ici. C'est-à-dire, le taux d'échec d'entreprise est assez élevé quand même. Donc, il faut que tu sois confiant, que tu sois capable de runner une business là-bas. À partir du moment où tu es capable de répondre oui à cette question-là, la mise en place des visas se fait assez simplement. C'est simplement d'exposer ton projet. Avec, il y a quand même certains buzzwords que l'immigration va vouloir chercher, mais grosso modo, d'expliquer ton projet économique, d'exposer qui tu es, comment tu te qualifies pour l'immigration. C'est un processus qui prend à peu près 6 mois. Puis, côté investissement, là, outre ce que ça coûte pour partir ton entreprise, là, aux États-Unis, pour un visa investisseur classique, les États-Unis vont chercher un minimum d'investissement qui tourne autour de 100 000 US. C'est pas un chiffre sacré, là, ça peut être un peu moins, ça peut être plus. Ça va vraiment dépendre de ce que tu annonces que tu t'en vas faire là-bas. Si tu vas ouvrir un café avec 100 000, tu es correct. Si tu vas ouvrir une usine, sûrement pas. Donc, nous, on va t'aider à qualifier ton projet. On va t'aider à vraiment du départ jusqu'à ta demande d'immigration. On t'aide à calibrer le projet pour qu'il réponde non seulement aux besoins de l'immigration, mais aussi aux réalités rendues une fois en Floride ou ailleurs aux États-Unis.
Est-ce qu'une fois qu'on a fait l'investissement, il y a des histoires là, que tu as besoin d'engager des gens de la place? Est-ce que, donc, dans le sens que aller partir sa propre entreprise, travailler avec sa femme, puis mettre 100 000, c'est pas nécessairement, je pense, la manière de faire. Est-ce que je me trompe ou c'est des choses que j'ai entendues, peut-être que c'est complètement pas ça, là. Tu te trompes pas. En réalité, là, au niveau du visa investisseur, ils vont chercher à ce que tu aies au moins un employé. Puis, encore une fois, ça va aller selon ton modèle d'entreprise. Si c'est une entreprise qui engage énormément d'employés, ben, ils vont chercher un certain ratio d'employés qui soit au moins américain. Donc, il va falloir que tu engages local quand même. Tu vas quand même pouvoir amener ton équipe du Québec, là, mais il va falloir aussi que tu engages local. Par contre, dans des projets plus petits, là, justement, peut-être là, un mom-and-pop shop avec justement le mari-femme, tu n'as pas nécessairement besoin d'engager une force énorme. Là. Peut-être un employé sans faire la job, puis même peut-être un temps partiel dépendant de la réalité de ta business. C'est vraiment selon. Par contre, il y a en effet une exigence d'emploi. Là. OK. Là, mettons que les gens partent s'en vont, partent une business. Là, quand on parle de ça, c'est un visa qui est un visa qui te permet de t'établir, d'opérer ton entreprise, puis de vivre près de ta business. Mais c'est pas un visa pour l'éternité. Tu n'as pas la carte verte, tu n'as pas la citoyenneté après 5 ans, etc. Donc, c'est une première étape. Et tu dois recommencer ce processus-là, j'imagine, après quelques années. Bien, écoute, si tu restes sur ce visa-là, puis là, en passant, là, le visa investisseur dont on parle, c'est le fameux E2 là, qui revient souvent. Donc, ce visa-là, il est valide pour 2 ou 5 ans, dépendant du temps pour lequel il t'a été octroyé. Par contre, il est renouvelable à vie. Donc, tant que ton entreprise continue à répondre aux critères et que tu es encore impliqué dans l'entreprise, il faut pouvoir renouveler ton visa indéfiniment. Par contre, il y a des façons, justement, comme tu dis, là, une fois sur place, tu vas pouvoir probablement t'en aller vers la carte verte, pas nécessairement via ton visa. Si on prend un exemple classique, là, avec ton visa E2, mettons que monsieur par l'entreprise, bien, madame va automatiquement avoir une autorisation de travail ouverte s'ils sont mariés. Elle ne va pas travailler pour n'importe qui. Fait que si elle va travailler pour un employeur américain, disons Publix, ils peuvent la sponsoriser. Puis là, elle va aller chercher sa green card. Puis toi aussi, par le fait même, vu que vous êtes mariés, les enfants également. Donc, comme tu vois, dans ce cas-ci, tu as utilisé le E2 un peu comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que tu t'es installé sur le territoire, tu t'es imprégné du territoire. Comme ça, quand ta femme a été demandée un emploi puis un sponsorship, bien, ça a été beaucoup mieux puisque ça ne provenait pas de l'étranger, ça provenait de quelqu'un de local. Tu as une adresse locale, la personne est déjà impliquée dans sa communauté d'une certaine manière. Donc, je te dirais, ça vient faciliter ton intégration là, beaucoup. Est-ce que quand, mettons, quelqu'un qui a une entreprise, regarde, prenons-le, il n'y a pas d'entreprise, mais il y a une idée d'entreprise. OK? Puis je poserai la question pour celui qui en a déjà une par après. Mettons, la personne a une bonne idée, dit je vais aller faire ça, mettons, en Arizona. Dit je veux aller couper des cactus. Donc, là-dedans, il y a un jus que j'aime, puis j'ai une entreprise, je veux partir de patente naturelle, puis je m'en vais faire ça. Ouais. Lui, donc, est-ce qu'il a besoin d'un LLC? Est-ce qu'il a besoin d'un type d'entreprise spéciale? Quel est son statut au niveau de l'imposition à partir du Canada? Comment ça marche pour lui, là? Parce que c'est souvent ces choses-là qui compliquent la patente puis qui... c'est pas compliqué, c'est juste de bien le faire. Puis une fois que c'est fait, puis c'est clair, les gens savent comment le faire. Mais au début, on dirait qu'il y a des gens qui vont se bloquer d'aller dans leur rêve, de le faire, parce que justement, il y a un peu de complexité au niveau fiscal, parce que tu es toujours citoyen, tu n'as pas renoncé à ta citoyenneté, etc., etc. Donc, quand tu pars de zéro, est-ce que c'est compliqué de partir une compagnie aux États-Unis? Est-ce que c'est compliqué de se détacher du Canada? Puis après ça, on parlera de ceux qui en ont déjà une puis qui veulent partir une branche américaine. Écoute, dans le sens de partir une entreprise aux États-Unis, je te dirais que c'est pas plus compliqué qu'ici, au sens de l'environnement d'affaires. Par contre, ce qui peut être un peu complexe pour quelqu'un qui part une entreprise from scratch, c'est qu'au niveau de l'immigration, il faut que tu partes ton entreprise avant d'avoir ton visa. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées l'entreprise. Tu vas peut-être même commencer à faire certains moves, comme par exemple aller louer un local. Si tu as des employés engagés, aller engager des employés, aller trouver des fournisseurs. Justement, là, tu vas te trouver un champ de cactus ou quelque chose. Ces moves-là, tu dois les faire avant d'avoir ton visa. Donc, on s'entend, il y a des investissements à faire et des dépenses. Donc, faut que tu aies une certaine tolérance au risque là, si tu t'en vas partir une entreprise à l'étranger. Par contre,
une fois que ton entreprise est créée, cette entreprise-là est 100% américaine. Donc, pour ton entreprise elle-même, tu n'as pas vraiment de question d'imposition avec le Canada. Puis, probablement que dans les premiers mois de ton entreprise, tu ne te verseras pas de salaire vu que tu n'auras pas encore ton visa américain. Fait que ta transition, je te dirais, oui, il y a peut-être une année où est-ce que il y a un certain questionnement de double imposition, même si entre le Canada et les États-Unis, il y a quand même des accords là, qui viennent atténuer tout ça pour faire en sorte que tu ne sois pas imposé 2 fois sur de l'argent que tu Exact. aurais gagné. L'imposition totale sera le même. C'est juste qu'il y aura une division entre un et l'autre, mais tu n'es jamais plus imposé parce que tu es dans 2 endroits. Là. Non, exactement. Ce qui peut arriver, c'est plus au niveau de tes dépenses, puis ça va être une grosse année, c'est sûr. Il faut que tu avances de l'argent dans ta compagnie, mais tu ne seras pas imposé 2 fois. Puis après, ben, c'est à toi de choisir. Si tu fais 6 mois plus une journée aux États-Unis, ben, après, tu vas être imposé là-bas. Si tu décides, parce qu'avec ton visa investisseur, tu peux choisir de vivre au Canada quand même, tout en ayant une entreprise aux États-Unis. Là, mais si tu choisis de vivre au Canada, ben, tu vas être imposé ici. C'est vraiment, là, après, selon ton lieu de résidence. Ton visa ne vient pas réellement changer ton statut de taxe, autre qui te permet d'être sur le territoire américain 6 mois plus un jour. OK. Donc, tu peux être là plus longtemps que 6 mois. Tu peux être là, ça c'est une de mes questions, tu peux être là 12 mois, 14 mois, il n'y a rien. Est-ce que tu perds tes droits d'assurance maladie si, mettons, ta première année, tu es là 12 mois pour t'occuper de tout ça? Est-ce qu'il y a une entente à ce niveau-là avec le Québec aussi? Oui, tu vas perdre ton assurance maladie. Par contre, la récupérer quand tu reviens, c'est pas très, très compliqué. Là. Ils vont de 2 choses. Là. Soit ils vont te demander de faire tout de suite, je pense que c'est 900 $ le paiement quand tu rétablis ton assurance santé au Canada. Puis après, il y a une période où est-ce que si jamais tu vas à l'hôpital, il faut que tu payes toi-même, mais après, ils vont te rembourser. Je pense que c'est 1 an ou 2 ans là, après ton retour. Par contre, comment dire, je te dirais la grosse différence, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher un visa investisseur, puis il y en a qui vont chercher un statut investisseur. Si tu vas chercher le visa investisseur, tu peux rester aux États-Unis à vie, renouvelable à vie, ce visa-là, puis tu peux faire toute l'année là-bas, il n'y a pas de problème. Si tu es sur le statut, tu peux faire toute l'année, mais tu ne peux pas sortir. Fait que quand tu vas quitter les États-Unis, tu vas perdre ton statut investisseur versus ton visa. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher, surtout, comme on disait au début, là, il y a une information qui fuse d'un peu partout là, sur Internet. Il y a des gens qui disent « je suis allé chercher mon statut investisseur de l'intérieur des États-Unis sans sortir, etc. » Bien, tant mieux, mais tu ne peux plus sortir maintenant. Tu es pogné là. Parce que si tu sors, ça ne veut pas dire que tu vas réobtenir ton visa investisseur en rentrant. C'est pas automatique. Donc, tu te mets à risque. Exact. Tu te mets à risque, puis tu te mets dans un risque que ça se peut que ton entreprise soit dans un pays où tu ne puisses plus aller. Donc, c'est pas idéal. Mais on comprend que le but, si mettons, c'est sûr que plus vous le faites tôt, mieux c'est, parce que ça vous laisse du temps pour régler un paquet d'affaires. Une des choses, c'est qu'on finit par vieillir, puis on finit par être malade. Donc, si vous êtes arrivé, mettons, à 40 ans, vous avez établi votre entreprise, finalement, ça va bien, vous êtes là depuis 5 ans, depuis 10 ans, puis que vous n'avez pas fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ta femme ou toi, c'est ta femme qui avait l'entreprise, peu importe, là, la femme est partie travailler pour une compagnie, la compagnie l'a sponsorisée, elle a eu sa green card. Si quelqu'un ne fait pas ça, donc rendu à 65 ans, quand les soins de santé deviennent gratuits pour les Américains, toi, tu n'as pas ces soins-là gratuits. Donc, il faut que tu continues d'être assuré par une assurance privée, mais c'est là que ça devient, au niveau financier, quasiment invivable. Donc, dans le processus, si, mettons, vous avez, puis plus c'est tard, j'imagine, plus on finit par manquer de temps un peu, là. Donc, si, mettons, vous arrivez, vous ne devez pas trop perdre de temps à établir un plan pour avoir une première green card par après que l'autre l'est automatique, qu'un des deux s'en est sur le marché, vise une entreprise qui va te sponsoriser, etc. Parce que, ultimement, si vous êtes là pendant 15 ans, 20 ans, vous avez opéré votre entreprise, ça va bien, mais là, vous en allez vers les années où vous commencez à être malade, à coûter cher aux assureurs. Puis si vous ne tombez pas sur le Medicare, l'assurance gratis pour les gens de 65 ans et plus, ça devient problématique. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas. Par contre, ce que je te dirais, c'est qu'il y a certaines nuances à appliquer. Parce que, si tu es encore là et tu n'as pas encore été chercher ta visa, ta green card, excuse-moi, c'est que tu es encore en train de runner ton entreprise. Donc, présumément, tes assurances vont provenir de ton entreprise. Fait que ça peut venir un peu atténuer là, le bobo.
Par contre, en effet, là, si tu n'as pas de green card, tu ne te qualifieras pas pour Medicare. Donc, il va falloir planifier à plus long terme. Et je vais aller là tout de suite avant d'oublier. Est-ce que green card est égal Medicare ou tu dois avoir aussi green card et citoyenneté pour l'avoir? C'est pas automatique. Il faut quand même que tu appliques pour aller chercher ton Medicare, mais la citoyenneté n'est pas obligatoire en toutes circonstances. Surtout, il y a certaines maladies qui sont reconnues comme juste traitées aux États-Unis, là, même si on les traite ici, tu vas probablement pouvoir te qualifier pour ces traitements-là également. Donc, à ce titre-là, je te dirais que c'est vraiment du cas par cas. Puis aussi, un élément à retenir dans le calcul, là, c'est que si tu vas chercher ta green card, si tu as des possessions à l'étranger, le gouvernement américain ils vont demander à ce que tu les vendes au moment de t'octroyer la green card. Tu as le choix. Tu peux les vendre, puis si tu les vends, ben, tu vas payer tes taxes aux États-Unis comme si tu avais fait le profit de vente. Par contre, si tu choisis de ne pas les vendre, il faut quand même que tu payes ces taxes-là. OK. Donc, si tu es quelqu'un qui a déjà des propriétés ici, qui a des terrains ou qui a peut-être même une entreprise ici, c'est possible que, même si l'assurance est chère, ça se peut que tu sortes gagnant au change au final. Là. Donc, je te dirais, oui, il faut se prendre tôt. Puis dans l'immigration, c'est un peu le mot d'ordre. Là. Plus tu te prends tôt, mieux ça va. Mais même ceux qui sont plus proches peut-être de la retraite, c'est quelque chose qu'ils peuvent également envisager. Là. Ne serait-ce que à cause des impôts qu'on paye ici en santé, des fois, ça peut devenir comparable à ce qu'on paye en assurance là-bas. Là. Oh oui, c'est ça, exact. Dans le cas où, puis là, j'ai deux autres, je dirais, options. C'est-à-dire que dans le cas où quelqu'un va garder une entreprise canadienne et veut ouvrir une branche américaine, il y a son beau-frère qui s'occupe de sa branche canadienne, vient s'installer, mettons, peu importe l'endroit, ça va à Caroline du Nord, partir sa division américaine de son entreprise. Est-ce que c'est plus facile, vu que est-ce que c'est plus facile que l'option A, c'est-à-dire de partir de zéro? C'est plus facile que partir de zéro, ça c'est sûr. Au niveau de l'immigration, ne serait-ce que parce que quand tu pars de zéro, il faut que je convainque un officier d'immigration que ton plan, qui n'est pas démontré encore, va fonctionner. Versus si tu as une entreprise ici, ben, je suis capable de dire, regarde, ça marche déjà. Donc, à ce titre-là, oui. Pour une entreprise d'ici qui veut s'étendre aux États-Unis, c'est pas vraiment compliqué. Il faut que tu aies des revenus annuels bruts de 500 000 ou plus et 5 employés ou plus. C'est tout. Pour le reste des pays traités avec les États-Unis, tu peux doubler ce montant-là. Donc, 1 million 10 employés. Canada, on a un petit spécial dans ce cas-ci. À partir du moment où tu réponds à ces critères-là, tout ce que tu as à convaincre l'officier d'immigration, c'est que tu as un projet économique viable aux États-Unis. Donc, par exemple, que tu t'en vas faire ta branche en Caroline du Nord, bien là, on va faire un petit plan d'affaires, plus un sommaire de plan d'affaires pour expliquer qu'est-ce que tu t'en vas faire, t'es qui, c'est quoi ton entreprise, puis quel est ton objectif sur 3 ou 5 ans. Une fois qu'on est capable de démontrer que ton objectif, c'est un objectif commercial et qui n'est pas juste un objectif d'immigration, bien, on est capable d'aller débloquer tes visas. C'est vraiment, je te dirais, c'est un peu le highway là, de l'immigration quand tu as déjà ton entreprise. Puis une façon de venir un peu hacker le système à ce niveau-là, puis de faire en sorte que ta nouvelle entreprise soit traitée comme si tu faisais une expansion, bien, c'est de t'acheter une franchise. Parce que si tu achètes une franchise, tu as un modèle d'affaires clair que tu peux aller déjà démontrer à un officier d'immigration. Donc ça, c'est un autre highway. Autrement dit, acheter on fait des blagues, là, mais acheter un Subway dans le New Jersey. Okay. Oui, c'est pour ceux qui veulent y aller. Mais je veux dire, ça, c'est facile pour... Tu as déjà une franchise, tu es déjà organisé. Exact. Pour eux autres, là, c'est facile. Exact. Puis il y a les franchises pour les entreprises existantes. Je connais, j'en ai fait pas mal des Québécois qui sont allés, qui ont acheté une route de piscine ou une route de gazon. Oui. Puis qui sont capables de justifier avec ça. C'est sûr, bon, route de gazon, etc. Ce qui est difficile, c'est de justifier que tes employés sont américains. Mais à part ça, ça se passe bien. Là. Donc, je dirais franchise, entreprise existante, puis entreprise existante achetée ou en expansion. C'est vraiment les highways de l'immigration. Sinon, tu vas te faire engager par une multinationale, mais généralement, ceux qui se font engager par une multinationale ne se posent pas la question. C'est déjà tout à faire, l'immigration avec eux. Ouais. Les questions bizarres un peu, là. Tu sais, les États-Unis, c'est grand. Oui. Est-ce qu'il y a, si dans ton plan, parce que toi, tu fais un plan, là, tu montes un plan, si tu t'envoies à une place qu'il
ils ont besoin d'économie. C'est sûr que tu vas dans une place, ils ont déjà beaucoup d'immigration, ça brasse beaucoup, mais tu t'en vas à tel endroit, ton plan, c'est d'aller à tel endroit. Est-ce que ça améliore ton plan, ça? Ça dépend du visa que tu t'en vas chercher. Il y a un visa dont on n'a pas encore parlé, puis c'est intentionnel, là, mais le visa investisseur plus, là, qui t'amène directement à la Green Card, je n'en ai pas parlé parce qu'il vient d'être remis en circulation. Là, il avait été suspendu pour différents problèmes, mais c'est un investissement qui tourne entre 500 000 et 1 million US. Ça, justement, il y a une reconnaissance des zones qui sont défavorisées. Donc, les zones défavorisées, le montant va être plus bas. Par contre, gros bémol par rapport à ce visa-là en ce moment, c'est que le système de fonctionnement du visa est encore contesté. Donc là, ça a comme passé le congrès. Par contre, c'est retourné au cours de première instance. Donc, quelqu'un qui s'engage dans le processus en ce moment, ça se peut que le processus change en cours de route. Donc, comme c'est des gros montants, pour l'instant, on met un gros frein sur les gens qui Et dans quoi ils peuvent investir? Dans un projet économique, je te dirais, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un gros projet dans plusieurs montagnes de ski au nord-est, là, qui avait des investisseurs indiens, chinois, canadiens qui essayaient de monter des grosses montagnes de ski avec des condos, des affaires. Ça a été comme la manne pendant plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui venaient investir là-dedans. C'était tous des 500 000 à ce moment-là. Donc, ils collectaient là, un groupe d'investisseurs, par exemple, au Québec. Puis, ils disaient, bon, ben la tour ici, ça va être la tour Québec, par exemple. Okay. Tout le monde se mettait là-dedans. C'est justement à cause de schemes un petit peu comme ça qui ont arrêté le visa parce que ça devenait juste une façon pour des promoteurs de faire lever des projets avec de l'argent étranger. Puis bon, c'était des projets qui n'étaient pas nécessairement viables. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il n'est pas super populaire. C'est le EB5, là, ce visa-là. Mais c'est appelé à revenir. Là. Ils sont en train de refaire une nouvelle mouture. Puis, encore une fois, par projet économique viable, là, c'est vraiment large. Ça peut être un peu plus passif comme investissement, comme justement des immeubles, des montagnes, etc. Ou ça peut être très actif, là, comme justement un commerce. OK. Justement, c'était ma dernière question par rapport au premier tableau. Si, mettons, là, dans ce cas-ci, c'est 500 000 pour l'autre visa. Oui. Mais mettons que, regarde, j'ai une division de green de golf québécoise. Mm-hmm. Puis, je connais quelqu'un qui a une entreprise ici de terrassement, puis qui fait ci. Puis, je dis, regarde, je vais acheter une partie de ton entreprise, je vais investir 100 000 dans ton entreprise. Puis, ensemble, on va prendre ma division québécoise de green de golf, puis on va faire des greens de golf avec ton expertise, puis la mienne. Donc, on se part une division de l'entreprise que tu as, j'investis 100 000 puis on commence. Est-ce que ça aussi, c'est un highway ou c'est un peu plus gris? Bien, dans ce cas-ci, tu veux dire, l'entreprise de Green de Golf est au Québec, right? Oui. OK. Dans ce cas-ci, ce qui arriverait, c'est que tu irais voir justement le PDG de l'entreprise puis tu lui offrirais de faire sa première succursale aux États-Unis. Ça serait deux entreprises qui seraient distinctes, c'est-à-dire, c'est pas obligé que l'entreprise de Green de Golf possède celle aux États-Unis. Par contre, toi, il faut que tu ailles investir ton 100 000 aux États-Unis. Donc, si tu l'investis, si tu donnes 100 000 au gars ici pour qu'il te permette d'aller. Non, moi, je donnerais 100 000 au gars ici. Ça ne marche pas. En Floride, je regarde, là, j'embarque dans ton entreprise qui existe déjà. Tu fais du terrassement, tu ne fais pas de green, mais je vais mettre 100 000, on va partir une division pour faire des greens. Ben, en fait, si ton investissement est hors des États-Unis, c'est-à-dire si tu envoies le 100 000 au Canada, ça ne marchera pas. Non, ici, moi je suis en Floride. Je suis avec une entreprise américaine de Floride. Oui, dans ce cas-ci, oui. Ce qui arriverait, en fait, la question, c'est est-ce que j'ai besoin d'être 100% propriétaire de l'entreprise dans laquelle j'investis? Je comprends celui de 500 000, c'est un autre, c'est un autre visa. Mais pour le visa premier qu'on parlait, est-ce que si je mets 100 000, j'ai besoin d'être propriétaire à 100% ou je peux me joindre à une entreprise qui existe déjà? En fait, tu n'as pas besoin d'être propriétaire à 100%, mais il faut que tu sois propriétaire avec part de contrôle. Aux États-Unis, c'est 50% et non 50% plus 1 comme ici. Là. Fait que ça fait en sorte que tu peux être deux propriétaires d'une entreprise. Justement, dans nos visas initiaux là, dont on parlait tantôt, l'investissement de 100 000, si tu te mets à deux avec un partner, l'investissement, il ne double pas, il reste 100 000. Fait que les deux doivent mettre 50 000 pour runner l'entreprise aux États-Unis. L'entreprise aux États-Unis va être la propriété de ces deux personnes-là, 50-50. Après, ils peuvent faire le deal qu'ils veulent en background, là, avec contre-lettre, là, mais au niveau du public, ça va être vraiment 50-50 dans l'entreprise. Et
ces deux personnes-là vont pouvoir amener leur unité familiale complète également. Donc, c'est-à-dire que tu peux comme dédoubler ton visa, mais juste une fois, puisque tu peux le descendre seulement à 50-50. OK, donc il y a un moyen, effectivement, de le faire pour moins cher. Absolument, absolument. OK. Puis, je te dirais, oui, comment dire, c'est une bonne idée pour réduire ses frais. Par contre, on a vu quelques histoires d'horreur là, de gens Oh qui oui, ça, s'associent c'est avec sûr, du c'est monde qu'ils ne connaissent pas là, pour essayer de sauver 50 000. Généralement, c'est une bonne façon de perdre le 100 000 au complet. Là. Oui, c'est ça, ça, j'imagine. Quand on embarque en affaires avec du monde, on sait que ce genre de patente-là, même dans notre propre pays, ça arrive assez souvent. Malheureusement. Donc, ça, c'est les manières un peu plus traditionnelles de le faire. Y a-tu des choses là-dedans qu'on ne connaît pas? Y a-tu d'autres visas qu'on ne connaît pas? Ou encore qui ont été suspendus pendant la COVID, qui vont revenir, à part celui que tu viens de parler? Y a-tu d'autres possibilités aussi sur lesquelles vous travaillez? Ben, en fait, je ne dirais pas que c'est des visas qu'on ne connaît pas, là, mais il y a des visas d'emploi qui sont disponibles pour les gens qui sont des ressortissants de NAFTA, là, donc des Canadiens, Américains ou Mexicains. Il y a une liste d'emplois spécifiques. Là, si on tape NAFTA Professional TN Visa Jobs sur Google, on le voit tout de suite. C'est vraiment des catégories d'emplois. Donc, par exemple, un ingénieur. Si tu trouves un emploi aux États-Unis qui est limité dans le temps, donc c'est-à-dire que c'est un contrat de maximum 3 ans, tu peux t'en aller avec ton offre d'emploi à la frontière puis demander un visa TN. C'est sûr, il faut que tu remplisses certains documents, là, mais c'est un visa qui s'obtient sur le champ lors de ton passage quand tu passes pour aller commencer un emploi qui va être limité dans le temps aux États-Unis. Je dirais que ce visa-là est assez populaire. Là, c'est le plus rapide quand on est capable de se trouver justement ce fameux emploi-là. Sinon, en termes de visa inconnu, avec l'Internet... Oui, mais avant celui-là, ouais, celui-là est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui ont des... Puis on a parlé d'ingénieurs, il y a des gens en informatique, il y a du monde dans le milieu de la santé, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes. Donc exact. Ça, on se comprend que c'est un visa, mettons, de 3 ans. Oui. Et pendant ces 3 ans-là, l'employeur, souvent, va vouloir vous garder plus longtemps. Bien, exact. Je te dirais, c'est un visa pour, en bon français, là, c'est un visa pour se faire connaître. C'est ça. Tu t'en vas justement là, te présenter à une communauté que tu souhaites qui t'intègre. Puis ensuite, si ce n'est pas ton employeur, une fois que ton visa TN est échu, tu peux te faire engager ailleurs. Là. Ça, c'est pas fatal. Par contre, c'est en effet le classique. Là. Généralement, l'employeur... Est-ce que quand, mettons, je suis à Houston, je travaille pour quelqu'un pendant 3 ans, à la fin, finalement, je me finis avec lui. Là, il y a quelqu'un d'autre au bord de la rue qui veut m'engager pour la même job et mon visa finit. Est-ce que je retourne, mettons, à Montréal, revenir avec un nouveau TN ou je peux le faire à distance? Bien, présumément, si tu es à Houston, tu vas probablement aller au Mexique parce que tu vas pouvoir faire la même... oui. Ils appellent ça la porte tournante là, quand tu sors des États-Unis puis tu rentres immédiatement. Là, tu fais un U-turn aux lignes. Mais oui, il va falloir que tu quittes le pays. Ça se fait aussi, encore une fois, de l'intérieur du pays. Mais en règle générale, les changements de statut de l'intérieur du pays, tu t'attires du trouble. Okay. C'est super long avant qu'ils te répondent. Fait que tu as une période où est-ce que tu es entre 2 visas. Tu as le droit d'être là, c'est correct, mais côté stress, surtout si tu as ta famille avec toi, là, ça peut être assez désagréable. Est-ce que pour les entreprises, une fois que tu es rentré avec, mettons, tu as une bonne job, là, tu travailles dans un hôpital, les gens t'apprécient, est-ce que pour finalement passer à un autre statut, c'est-à-dire que tu ne veux plus avoir ce genre d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de savoir qu'à chaque 3 ans, tu dois renouveler, tu vas avoir ta green card pour de bon. Est-ce que pour les entreprises, c'est aussi compliqué que ça l'était auparavant, c'est-à-dire qu'ils doivent prouver qu'il n'y a personne en ce moment qui est capable de faire cette job-là dans tel contexte, etc. Ou juste le fait d'avoir 3 ans d'expérience ou 2 ans et demi d'expérience avec l'entreprise, que l'entreprise tient vraiment à toi puis qu'elle trouve que tu es un bon employé. Parce que je sais qu'à l'époque, c'était ça. Sauf que le marché du travail a tellement changé que j'imagine qu'ils se sont ajustés un peu. Là. Malheureusement, l'immigration reste de ces domaines qui s'ajustent en retard. Fait que je te dirais que encore à ce jour, il va falloir qu'ils démontrent qu'ils ne sont pas capables d'engager d'Américains. Par contre, la différence qu'on a avec avant, c'est que c'est très facile de montrer que tu n'es pas capable d'engager local. Ne serait-ce que, probablement que ton entreprise elle-même ou sa compétition sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc, la démonstration devient assez simple à faire.
Par contre, c'est sûr, il y a des frais pour l'employeur. Donc, c'est pour ça là, qu'on dit qu'il faut vraiment que tu t'arranges pour que ton employeur t'aime bien, là, pour qu'il vienne après, justement, faire l'effort de sponsoriser. Parce qu'au niveau du visa TN, l'employeur, il n'y a aucun investissement à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est quand il va cocher à la fin, là, dans ton T4 américain, au lieu de cocher que tu es un citoyen, il va cocher que tu es sur un visa TN. Ça, c'est le length de l'investissement de l'employeur pour un TN. Quand il va aller justement dans des visas plus permanents, il faut justement qu'il paye cette fameuse étude de marché, il faut qu'il paye les frais au gouvernement. Puis après, il faut qu'il démontre qu'il va te garder après à l'emploi. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a un petit peu plus d'investissement du côté de l'employeur. Par contre, présumément, à ce moment-là, tu le connais mieux, tu as une meilleure relation, donc c'est plus facile d'aller... C'est ça, il tient à te garder, etc. Exactement. Oui. Est-ce que... je t'avais coupé parce que je voulais finir ce visa-là, mais tu me disais qu'il y en avait peut-être d'autres, c'est ça? Ben, en fait, non, justement, j'allais dire qu'il n'y en a pas beaucoup à cause de l'Internet, qui a vraiment une diffusion incroyable sur tous les visas. Par contre, ce que je te dirais qu'il y a énormément, c'est de la désinformation sur les visas. Là. Donc, faire attention là, quand on va aller chercher soi-même. Là, des fois, soit on a l'impression qu'on correspond à rien ou qu'on correspond à tout. Là. Donc, c'est vraiment, il faut être très prudent. Il faut aussi être très prudent des sources d'information. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent experts en immigration. Théoriquement, là, pour assister les Canadiens pour faire de l'immigration vers les États-Unis, tu n'as pas besoin d'un titre. C'est pour ça que, bon, il y a des gens qui s'improvisent un petit peu professionnels en la matière, qui viennent dire, malheureusement, un petit peu n'importe quoi là, sur Internet. Fait que je te dirais, non, il n'y a pas de visa magique là, qui te permette d'aller aux États-Unis. On a vu beaucoup circuler pendant la COVID. Est-ce qu'ils vont nous accepter comme réfugiés, etc.? Non. Par contre, je dirais que quelqu'un qui, dans son fort intérieur au Québec, est capable de dire « je suis capable de runner une PME », bien, il est capable de faire son immigration aux États-Unis. C'est pas mal le barème, selon moi. Oui, quand tu es structuré, quand tu es sérieux, c'est tous des choses qui sont faisables. Là. Ben, c'est ça. Puis je te dirais, tu n'as pas besoin d'être Elon Musk et d'aller partir Tesla. Là. Tu peux facilement te partir un café. Il y en a justement des entreprises de réparation de vélos, etc. Tu sais, c'est très large. Puis même quand on parlait des franchises tantôt, il y en a pour tous les goûts, des franchises. Tu en as des franchises manuelles, tu as des franchises surtout aux États-Unis, on s'entend. Tu peux aller de la restauration à l'entretien ménager. Là. Donc, si tu te sens que tu es capable de gérer un projet d'affaires mais que tu n'as pas d'idée, ben de se mettre sur Internet, d'aller chercher différentes franchises, ça peut être ton premier pas. Puis ne serait-ce que parce que la majorité de ces entreprises-là, ben, probablement qu'ils ont déjà passé à travers ce processus-là, qu'un étranger a acheté une entreprise avec eux. Donc, c'est généralement pas un processus qui leur fait peur. C'est plus dans la stratégie qu'il y a des aspects nouveaux là, en immigration, plus qu'au niveau des visas. Carl, là, on parle d'un paquet d'affaires. Je sais que j'imagine que chacune de ces affaires-là implique soit plus de temps ou moins de temps, dépendamment de ce que vous choisissez. Mais oui. En général, une des choses aussi qui fait un peu peur, c'est ça. Là, c'est les coûts qui sont associés à ça. Est-ce que c'est aussi cher qu'on a entendu? Ça aussi, il y a beaucoup de désinformation là-dedans, souvent. Ce que j'entends, c'est que souvent, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on nous dit. Donc, ça peut coûter entre combien et combien quand on fait affaire avec quelqu'un comme toi pour se faire guider puis être sûr que ça fonctionne? Bien, ça dépend. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie plus individu, la catégorie plus entreprise. Une chose que nous, on fait, c'est qu'on ne charge pas à l'heure. Fait que c'est un prix qui est forfaitaire qu'on donne dès le début. Fait que je te dirais, pour des individus, ça tourne entre 3 et 7 000 généralement, là, dépendant de la complexité de l'emploi qui est obtenu, là, puisque quand on parle d'individus, ça va être toujours des emplois. Au niveau d'une entreprise, ce qui va venir vraiment varier le prix, c'est combien d'enfants viennent avec toi? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as un conjointe qui vient travailler? Est-ce que tu as un partner? Est-ce que tu amènes des employés? Je te dirais généralement pour une entreprise et une unité familiale, ça va tourner entre 15 et 30 000, généralement, canadiens. OK. Tous les prix que je donne sont en canadiens. OK. Donc, à peu près ça, je veux dire que tu calcules entre 15 et 30, puis c'est le coût que ça va coûter, puis après ça, ben plus l'acquisition, plus l'investissement qu'on a à faire. Exact. Puis nous, comment dire,
Étant avocat moi-même, là, j'ai souvent vu des gens arriver à la fin d'un processus, recevoir un bill d'avocat, puis sauter au plafond, là, parce que tu sais pas exactement combien de temps la personne va mettre là-dedans, puis finalement, elle a mis 30 heures à 200 pièces de l'heure. C'est pour ça qu'on fonctionne en forfaitaire. Comme ça, ton prix, c'est là dès le début. On s'entend que dans un contexte d'investissement, probablement, il faut que tu comptes tes billes. Là, ça te permet justement, dans ton processus, de venir calculer, OK, il faut que je mette X pour mon professionnel. Après, je suis capable de gérer mon investissement un petit peu mieux. Puis, une affaire qu'on fait également, c'est que dépendant de si tu as déjà une entreprise ici ou si tu en crées une là-bas, ben ta facturation elle peut être faite au Canada ou aux États-Unis. Si elle est faite aux États-Unis, mais ça peut compter, par exemple, dans les dépenses que tu as faites pour atteindre ton 100 000. Donc, ça peut venir compter dans tes dépenses d'investissement. Donc, ça peut être intéressant aussi. Wow, Est-ce que quand tu fais une demande puis quelqu'un qui veut déménager, toute sa famille, ta femme, les enfants, sont-tu comme plus favorables que quelqu'un seul ou est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil? Toute la clique s'en va. Là. On l'arrive. Là. Je dirais, c'est pas nécessairement qu'ils voient ça d'un bon œil. Par contre, généralement, les postes frontaliers emploient des gens un petit peu plus traditionnalistes dans la vie. Là, fait que oui, ils aiment bien ça, voir une unité familiale se présenter. Par contre, ils n'ont rien contre le lone wolf entrepreneur là, qui s'en va tenter sa chance là-bas. Je dirais, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand ça devient compliqué. Quand, par exemple, il y a plusieurs unités familiales qui partent ensemble, qui se louent un autobus, ou, qui se mettent vraiment mélangés, etc. Plus on garde ça simple, mieux c'est. Même au niveau du passage, on recommande souvent de ne pas passer avec un U-Haul. Ça vaut la peine de payer un déménageur pour faire la job à ta place, pour ne pas arriver avec un U-Haul puis attendre 4 heures sur le bord des lignes pendant qu'il fouille des boîtes de Kleenex. Oui, je comprends. Ça peut, je dirais, on a un certain... on aide les gens un peu à calibrer leur passage, là, mais en règle générale, que ce soit une famille ou pas, ça ne vient pas nuire. Les histoires d'union de fait, parce que ici au Québec, c'est le festival de l'union de fait. Là. Ça n'existe pas. Ben, c'est ça l'histoire. Marié, pas marié, ça c'est. Parce que je te raconte une histoire là-dessus, Jerry. Ouais, ça, c'est ta femme? Non, mais c'est ma femme. Vous êtes mariés? Non. C'est aux États, là. Si tu arrives quelque part dans une banque ou n'importe quoi, nous autres, on est mariés maintenant, mais avant, on ne l'était pas. Et là, ma blonde avait essayé de dire oui, mais je peux. Non, la fille, elle a regardé dans les yeux, elle dit non, t'es single. Il n'y a pas d'histoire entre les deux, il n'y a pas de patente. Là. Non, il y a single puis marié. Ça, that's it. Exact. Puis en plus, je te dirais, au niveau, comment dire, moi, personnellement, j'en ai provoqué en masse des mariages de Québécois qui n'étaient pas encore mariés, qui voulaient s'en aller en Floride ou ailleurs aux États-Unis. Écoute, ça marche pas. Par contre, ça peut être un échappatoire parce que si monsieur passe son visa et qu'il passe ce temps-là aux États-Unis, madame peut juste venir 6 mois par année. Ça peut être une façon de faire. Là. Oui. Mais sinon, je te dirais, oui, il faut absolument être marié. Puis là, ils ne jugent pas nécessairement le type de mariage, que ce soit civil. Non, c'est ça, t'es marié. Ça, c'est pareil. OK. Donc, les gens te rejoignent comment, Carl? Comment ça fonctionne? Quelle est la meilleure méthode pour les pirates qui ont le goût depuis longtemps de le faire, puis qui sont sérieux, puis qui sont organisés? Oui. Le meilleur moyen, c'est quoi? Le meilleur moyen, c'est via notre site web qui est gonaya.com, donc GONAIA.com. On a un formulaire de préqualification sur la page qui va vraiment nous permettre, quand vous nous envoyez le formulaire, quand on vous rappelle, on sait où est-ce que vous en allez. On ne perd pas de temps à essayer de comprendre ce que vous cherchez. Puis on est tout de suite prêt à répondre à vos questions. On a une consultation gratuite de 1 heure là, pour tout le monde qui nous envoie un formulaire. Sinon, sur le site web, il y a également un numéro de téléphone où est-ce qu'on peut nous rejoindre également. On fait toutes nos conférences là, par visioconférence. Donc, nous, on est basé à Montréal, mais pour tout le monde du Québec, là, on est disponible. Et aussi, sur le site web, quand on va justement là, dans le fameux formulaire de préqualification, là, il y a également un espace là, pour laisser des questions et commentaires. Là. Si jamais on ne se reconnaît pas exactement dans le formulaire, on peut tout de même envoyer ces questions. Good. Donc, c'est beaucoup plus... c'est pas si cowboy que ça, c'est très clair. Il n'y a pas de zone grise tant que ça. Je pense que ça répond à beaucoup de questions. Puis, d'avoir entendu de la manière que tu le racontes, Carl, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, qui voyait peut-être ça un peu plus compliqué,
ben c'est peut-être le coup de pied au cul qui leur manquait pour le faire. Donc, c'est faisable. Oui, comme tu disais, ça prend une certaine discipline. Il faut être organisé. Si vous avez une PME déjà, vous l'êtes probablement. Ça prend un peu de capitaux, ça prend un peu d'argent, puis il faut que vous soyez sérieux dans votre plan, mais pour le reste, let's go, just do it. Puis après, exactement. garde son équipe. Exactement. Tes clients prennent quelle direction? Je dirais quasiment invariablement la Floride. OK. C'est vraiment très, très populaire là, en ce moment. Je dirais nos clients principaux, c'est soit des gens qui sont en Floride ou des gens qui ont besoin de main-d'œuvre au Québec en ce moment, là, principalement. OK. Ouais, ça, ce côté-là, raconte-nous un peu qu'est-ce que vous faites avec ça? Oui, ben en fait, au niveau de l'immigration canadienne, on fait quasiment uniquement là, des employés. Il y a également des visas qui existent pour les gens qui veulent ouvrir des entreprises, mais pour les employés, ce qu'on fait, c'est on rencontre l'employeur. Il y a certains critères qu'il faut répondre avant de faire une demande à l'immigration, donc on aide l'employeur à calibrer là, son entreprise pour répondre aux critères d'immigration. Généralement, c'est des exigences de publication, d'offres d'emploi, etc. Et une fois là, qu'on est arrivé à une entente avec l'employeur, ce qu'on fait, c'est qu'on on a un réseau international de recruteurs, donc on les envoie chercher le profil recherché par l'employeur. On propose à l'employeur une banque de CV. Donc, généralement, je dirais, mettons que l'employeur cherche 5 employés, on va probablement lui proposer une quinzaine d'employés, grosso modo. Il va pouvoir faire ses entrevues. Ceux qu'il va sélectionner, on les rentre dans le processus. C'est un processus qui, en tout et pour tout, dure entre 6 mois et 1 an, grosso modo. Là. OK, et ça, c'est des visas temporaires pour les étrangers qui viennent ou ils vont réussir à avoir... parce que souvent, il y a des entreprises qui ont besoin de travailleurs saisonniers. Il y en a d'autres qui veulent en avoir quasiment pour l'éternité. Donc, il y a différentes demandes par rapport à l'entreprise que tu opères, j'imagine? Exact. Pour le saisonnier, je t'avoue, il y a des entreprises ultra spécialisées en employés saisonniers. Là, donc, ça, on n'y touche pas. Par contre, oui, c'est des visas qui vont être temporaires pour les employés qui viennent ici. Par contre, le Canada étant le Canada, c'est quasiment automatique qu'ils vont pouvoir le transformer en visa en résidence permanente. Donc, là, généralement, soit via des programmes comme par exemple le programme Expérience Québec là, qui vient reconnaître un certain nombre d'années de travail au Québec dans certains domaines, ou le Canada offre tout plein de Ta produits. piscine d'employés, elle est généralement à quel endroit? J'imagine que je sais que s'il y a des entreprises qui ont besoin d'ingénierie, on va aller en Inde, on va aller dans ces endroits-là où ils en forment beaucoup. Mais généralement, les employés dans lesquels, pas les employés, mais les pays dans lesquels tu vas piger pour les employés, c'est quoi? Y a-t-il un genre de top 5 où tu retournes régulièrement? C'est assez varié. Comme tu dis, c'est sûr, ça va dépendre là, des emplois qui sont recherchés. C'est sûr, un endroit qui revient très souvent, c'est le Maghreb, parce qu'ils parlent français. Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne pour la même raison. Puis pour les entreprises hors Québec, je te dirais, c'est plus le sud-est asiatique, là, justement, là, Philippines, Inde, etc., qui va venir prendre la palme. Le gros frein qu'ils ont à venir au Québec, c'est les exigences de français là, qui sont un petit peu trop compliquées pour eux. Puis je t'avoue que ça vient tellement alourdir le processus à l'entrée qu'ils sont complètement turned off, là, ils s'en vont à Toronto. Ah! Ça, c'est pas bon, là. C'est pas idéal pour nos entrepreneurs, mettons. Non. Non. Parce qu'on sait que, ultimement, je comprends qu'à Montréal, il y a des possibilités que ces gens-là finissent par peut-être juste parler un peu de français puis se débrouiller, mais on s'entend que pour la majorité des entreprises du Québec, ces gens-là arrivent, puis si c'est difficile pour eux, la première génération, la deuxième est réglée, là. Exact. Puis, c'est ça qu'on à ce niveau-là. C'est ça qui m'énerve. En quelque part, comment dire, les employeurs qui choisissent de prendre part à ce processus-là, nous, on les informe dès le début que ça leur incombe là, de venir imprégner cette personne-là, justement, de la culture locale, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. L'employeur demeure son point de contact numéro 1 avec toute la société canadienne. Parce que sinon, généralement, c'est via leur propre communauté. Là. Fait que soit ils vont être à l'interne de leur communauté ou, comment dire, l'employeur, comme je te dis, c'est un peu leur seule porte là, vers le Canada, le reste. Là. Donc, si l'employeur fait bien sa job d'intégration, généralement, ça se passe assez bien. Le français finit par généralement devenir la langue d'usage de la plupart des nouveaux arrivants. Par contre, c'est ça. Ben, il faut que l'employeur soit conscient qu'il y a des frais et du temps qui doit être dépensé à ça. Hey, merci, Carl. C'est super bon. C'est super le fun. Ça fait grand plaisir. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, mon feeling. Là, c'est que, en tout cas, il reste pas. À moins que j'en ai oublié, moi que tu me dises que j'ai oublié des affaires, là, mais je pense qu'on a fait un tour pas pire. Puis que pour bien du monde, ça vient de un peu de chinois qu'on pensait que c'était. Finalement, c'est clair.
Exact. Puis comme je le dis sur gonaya.com, on vous aide à débroussailler votre projet là, s'il y a des petits trucs qui sont encore pas clairs. Ça tourne dans ma tête, je peux te le dire. Ah, merci, Carl. Merci beaucoup, Jeff. Hey, n'importe quand, je sais en plus que tu as pris une campagne de pub, donc merci de nous encourager. Oui. Puis, merci si jamais beaucoup. tu as besoin de nous reparler de quelque chose qui vient d'arriver de nouveau, ou n'importe quoi, quelque chose qui simplifie encore plus, un nouveau truc, regarde, en n'importe quel temps, tu peux communiquer avec Mr. White, avec Ghislain, pour Super. qu'on puisse communiquer l'info, que tu viennes faire un tour, ou encore on le fait à distance. Ça nous ferait plaisir de communiquer l'info. C'est le genre de nouvelles, c'est le genre de choses que les gens veulent savoir. Pas nécessairement. Il y a des gens bien écœurés du Québec, mais il y a des gens aussi il y a des gens qui veulent goûter à autre chose. Il y a des gens qui sont prêts à se lancer dans le vide un peu plus puis à essayer quelque chose de nouveau juste pour changer d'air un peu. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous savez, c'est Carl et son équipe qui vont s'occuper de vous. Alors, vous êtes sur Radio Pirate Prime. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.